Non, avant de laisser la parole à Alec pour peut-être cerner à la fois les grands axes, moi, il y a trois choses qui m'ont marqué et que je trouve qui méritent de ressortir. Ce qui dérange tout le monde dans l'humour que l'on est en train de voir qui s'affronte, là, qui émerge, qui se voit depuis une trentaine d'années, en fin de compte, si on réagit bien, le territoire de l'humour ethnique a émergé en même temps que la prise de parole des populations ethniques dans le champ du politique. Et en fait, ce qui dérange, et les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de se moquer de l'autre? Est-ce qu'on a le droit de parler de la race? Est-ce qu'on a le droit même de dialoguer de ces questions-là? Est-ce qu'on a le droit de se moquer de soi-même? En fait, on découvre quelque chose qui était de l'ordre de l'interdit jusqu'à maintenant, puisque dans le cœur de la République, comme d'ailleurs d'autres nations européennes, ces questions devaient être totalement lissées et invisibles. Et en fin de compte, les humoristes se sont emparés de l'interdit. Ils se mettent à parler de ce qu'ils sont, comme les gamins en parlent d'ailleurs entre eux, comme on parle dans les cours d'école. Simplement, ce langage-là n'était jamais entendu. Ils en ont fait des jokes, parce que pourquoi? Ils ont un public. Puisque aujourd'hui, pourquoi des jeunes écoutent, regardent, parlent de ces humoristes, c'est qu'ils parlent comme eux. Et ils prennent les codes de la rue, parce que l'humoriste, d'abord, et au 19e, c'était pareil dans les caricatures de Cham. Et en Algérie coloniale, quand les Juifs et les Arabes ou les Maltais étaient dénoncés, c'était des cartes postales de Assus et Shiny qui caricaturaient avec des grands nez le Juif avare qui venait voler l'argent dans les églises systématiquement que les catholiques déposaient. C'est par l'humour qu'on faisait passer les tensions sociales et les tensions raciales. Donc ce qui nous traumatise, c'est de voir qu'ils osent parler de la race. Mais la race est omniprésente dans le dialogue du quotidien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont emparés de ça et ils sont devenus des icônes parce que ce sont les premiers, avant même que les politiques existent, avant même que d'autres acteurs, à part un peu dans la musique, il faut quand même le reconnaître, c'est un des rares territoires où d'un seul coup, on peut s'identifier à quelqu'un qui parle avec des codes qui sont les nôtres. Y compris quelque chose qui peut nous choquer, le conflit de Jamel Dieudonné, qui est beaucoup plus représentatif de quelque chose qui est là de l'ordre du colonial, et là je vais sur mon vieux territoire, c'est collaborateurs, non collaborateurs. Dieudonné joue une carte en passant par l'humour, en étant passé par les mémoires, de dénoncer cette société qui méprise l'autre, et donc il devient un rebelle de cette société, y compris par les jokes d'humour qu'il fait. Regardez les derniers vœux qui ont été podcastés, qui a fait plus de 400 000 personnes qui ont regardé en 3 jours. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on déteste ou qu'on ne déteste pas, ce sont des vieux codes qui ont toujours existé, sauf qu'avant, ils étaient dans le champ du politique, quand les oulémas se battaient avec d'autres que l'on considérait comme des traîtres à l'Algérie ou au Maroc parce qu'ils travaillaient avec les Français. Et de l'autre côté, tu as Jamel Debbouze qui rentre dans un autre processus mémoriel. Tout à l'heure, j'ai entendu, ça m'a fait rire quand j'entendais dire où se situe Jamel Debbouze. Je rappelle qu'il est producteur à 50% du film Indigène, ce qui lui rapportera d'ailleurs 4,5 millions d'euros. Il est à la fois très pragmatique, très lucide, il sait que des fois ça marche, d'autres fois ça ne marche pas. Il a été coproducteur de La Marche, c'est un bide. Il s'est trompé médiatiquement dans la posture qu'il a choisie. Mais en même temps, il est un acteur de ce qu'il construit. Il n'est pas juste un humoriste là-dedans. Il finance, il joue, il travaille, il construit en fait un imaginaire pour devenir quelque part, dans ce dialogue-là avec l'opinion, une posture qu'il a choisie, exactement comme Dieudonné. Ils sont dans des conflits, ils ont simplement choisi le champ de bataille qui est le leur, l'humour. Alors après, on aime ou on n'aime pas, on est critique, on n'est pas critique, mais il ne faut pas se leurrer. Le dialogue entre eux qui va continuer, et eux, avec ceux qu'ils représentent, c'est pas un hasard non plus si Jamel a construit une bande, pour rentrer aussi là dans des codes et fabriquer demain d'autres qui vont essayer derrière lui, parce qu'il n'a plus l'âge des bouffonneries de 25-30 ans, de la série H par exemple, il est passé sur autre chose. Quelque part, il est devenu un père de famille, donc il joue la carte de l'homme de plus de 40 ans, maintenant maghrébin dans le pays, parce que Smaïm a représenté avant lui, mais lui avec un code difficile, c'est qu'il faut bien qu'il y ait des petits derrière qui vont prendre le relais. Tout ça, en fait, ce qu'on est en train de voir là, c'est ni plus ni moins que dans le territoire de l'humour, le reflet aussi de conflits qui existent dans d'autres univers. Et que quelque part, s'emparer de ce territoire-là, s'emparer de l'humour dans le cinéma. Tout à l'heure, on a parlé avec étonnement aussi que l'Accès et le CNC, via le Fonds Images de la Diversité, subventionnaient ces films. Mais heureusement qu'on ne va pas juger la manière dont le stigmate ou le discours sur le stéréotype ou contre le stéréotype serait bien ou maltraité. Il y a tellement de films chiants, diversité, qui nous en parlent, qu'il faut aussi des films humoristiques qui nous en parlent de temps en temps. Ça voudrait dire quoi? Que les seuls bons films, sont ceux qui nous parlent avec malheur ou difficulté de ces enjeux-là. Et le fait que l'humour puisse être financé aussi par l'Agence de cohésion sociale et par le CNC, quelle que soit la nature dont cet humour est traité et quelle que soit la manière dont il parle du stéréotype, c'est aussi une certaine manière pour le déconstruire. On peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, ça fait partie d'une certaine manière d'appréhender en fait ce qui était de l'ordre de l'invisible omniprésent. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de parler des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, des Juifs et des Roms dans ce pays pendant très longtemps, sauf d'une manière, pour l'extrême droite, extrêmement dévalorisante. Ils prennent le stéréotype, ils en jouent, ils font de l'humour avec, ils le détournent. Il y a deux manières de penser que c'est positif ou non. Moi, je pense qu'elle est positive. Ils le banalisent. Et par l'humour, on arrive à banaliser ce qui était de l'ordre de l'interdit.
Et ce qui s'ouvre depuis une trentaine d'années, c'est ça. C'est que d'une certaine manière, il y a encore 30 ans, pendant la marche, en 83, on a fait un colloque il y a quelques mois sur cette question-là, l'arabe n'existait pas dans la société française. Ils étaient de l'ordre de l'invisible total. Avec Debbouze, comme d'ailleurs avec Dieudonné, les Noirs, les Arabes font maintenant partie de la société française. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire, mais ils sont omniprésents. Et l'humour a franchi et a fait éclater les barrières, car aujourd'hui, Debbouze est devenu un porte-parole. Qui mieux que Debbouze a fait que les pensions des anciens combattants ont changé? Lui et Rachid Bouchareb. On peut aimer, pas aimer, être d'accord ou pas d'accord dans cette stratégie. Il n'empêche, il a fallu 47 ans pour que les pensions des anciens combattants soient revalorisées dans ce pays. Et c'est un film avec un acteur qui joue normalement le registre de l'humour. Et moi, je me souviens d'avoir fait toutes les avant-premières avec eux, ce qui était à la fois tétanisant et hallucinant. C'est un film où on ne rigole pas à Indigène. Alors que si vous regardez Indigène maintenant, aucun d'entre nous ne trouvera une seule où il va rigoler. Les salles, qui étaient remplies en gros de jeunes maghrébins et maghrébines dans toute la France, étaient pliées de rire. Parce que c'était Debbouze. C'était incroyable. Mais en même temps, il utilisait ce qui fait sa faconde, son humour, pour venir faire passer un message à une génération qui ne connaissait rien de l'histoire de leur grand-père combattant. Tout ça est intimement paradoxal, mais dans une société coloniale, c'est tout à fait normal. C'est par l'humour, l'un des rares territoires, puisque vous n'avez pas d'autres types de représentants qui sont médiatiques. N'oublions pas ce qu'a été la France ces années-là. Soit vous envahissez un stade de France pour vous faire voir à l'heure du JT télévisé sur TF1, soit vous avez des humoristes qui arrivent à dire pouvez me redire votre nom, monsieur Rachid Arabe? Arabe. Comment on dit? Rachid Arabe. Arabe à la télévision française. Oh, que ce mot est doux. C'est le premier qui fait ça. Et c'est vrai que par ce message-là, il fait passer un message à toute une population qui n'a pas d'identification. L'humour permet simplement d'aller beaucoup plus loin que d'avoir des élus. C'est beaucoup plus facile. Et on voit d'ailleurs la grande difficulté, c'est que nous sommes la première génération, par exemple, à avoir eu un certain nombre d'élus issus du territoire national, non pas élus dans les Outre-mer, qui étaient issus des minorités dites visibles, maghrébines, africaines ou asiatiques. Et c'est une révolution. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait qu'une seule avant, c'était Mme Paul Angevin. Aux dernières élections législatives, ils ont été élus, mais c'est extrêmement récent. Donc l'humour a précédé tout ça, et ils sont devenus des porte-parole volontaires. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, Jamel Debbouze n'a jamais été un acteur non volontaire de ce qu'il a construit. Et en même temps, il a fabriqué son territoire. Comme tout humoriste, il est venu le construire. Des fois avec des erreurs. L'exemple très intéressant d'ailleurs de Jamel Debbouze dans La Marche devrait nous faire réfléchir. Là, il s'est trompé. Il s'est trompé parce qu'il a pensé qu'on pouvait être à la fois dans un film sérieux et de jouer un peu le troublion dans le film. Et ça a été un bide total. Le film a été un échec cuisant. Son rôle n'est pas bon dedans. Et il a été un très mauvais porte-parole de ce film, en plus. Ce qui explique peut-être un film qui était annoncé à 2 millions, 3 millions d'entrées par les distributeurs, qui a fait, je crois, 270 000 entrées, était un très mauvais film. Mais de l'autre côté, regardons aussi ce qu'est la figure de tous ces films qui arrivent d'une génération afro-antillaise, qui depuis Légitimus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui était la génération des Smaïm, NGO et les autres, sont en train d'aller chercher aussi le territoire de la mémoire, le territoire de l'histoire, de parler de l'esclavage, de parler d'un regard sur l'Afrique. On aime ou on n'aime pas leur cinéma, on aime ou on n'aime pas leurs films, mais indirectement, ils sont les premiers à amener dans la société française un certain nombre de sujets, et les gamins y vont, on l'a vu tout à l'heure, dans les salles, ils vont voir ces films. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est qu'ils arrivent à aborder ces questions-là, et surtout à les faire rentrer dans une génération où eux au moins sont audibles par cette jeune génération qui ne s'intéresse par définition pas beaucoup, souvent à ces questions de mémoire. Voilà, et donc c'était un peu plus de prendre un peu de distance, mais j'ai beaucoup aimé la question de savoir quel modèle de société voulait Jamel Debbouze, parce que je pense que ce n'est pas du tout comme ça qu'il se pose la question. La question de Jamel Debbouze, c'est comment faire qu'un jour les Arabes ne soient plus que des Arabes en France. La société multiculturaliste, universaliste, ils s'en foutent totalement, ce n'est pas le débat. On n'en est pas à ce stade-là. On est au stade de faire accepter l'idée qu'un Arabe peut être français. Non, pas pour lui. C'est accepter l'idée qu'on ne va pas être mis à la porte. On n'est pas encore au stade d'avoir une société universaliste. Le débat, et je me souviens d'une conversation qu'on avait lui, et je vais terminer là-dessus, avec Indigène, c'est il dit, je te rappelle Pascal qu'après le décret Crémieux, les Juifs d'Algérie ont perdu la nationalité en 1940. 70 ans après, on peut retirer notre nationalité. Moi et mes parents, on peut être mis à la porte. Et on n'est pas au stade de la valeur universaliste. Il en est comment on va faire qu'on ne sera pas un jour mis à la porte. Ce n'est pas le même débat. Et lui, il dit qu'il va falloir faire accepter qu'on peut être arabe et français. D'où sa thèse de l'icilien. C'est complexe. Hein. Je pense qu'il n'en est pas encore au stade ultime, presque de valeur universaliste. Il en est au dire, nous devons faire rentrer dans le paysage qu'un noir, un asiatique, un maghrébin, un musulman, tout ça fait la France. Et on n'en est qu'à la première étape. Merci Pascal. Comme tu viens de nous rappeler avec beaucoup d'élégance, les questions de l'humour qui ont été nos questions aujourd'hui s'inscrivent, n'est-ce pas, sur fond d'une société où les clivages ethniques sont profonds. Je pense en fait justement à l'intitulé du projet de recherche de l'ANR, Écran et inégalité. Et je pense que
ce que nous avons été sommés, la question sur laquelle nous avons été sommés de réfléchir aujourd'hui, c'était de savoir dans quelle mesure l'humour pouvait surmonter ou au contraire tendait à renforcer, n'est-ce pas, cette hiérarchisation des différences ethniques au sein de la société française. Et donc, en tentant de répondre à ces questions, chacun à sa manière, chacune à sa manière, à tourner autour de la question de savoir ce qui est dit sur qui, sur quel groupe ethnique, par qui, quel humoriste, lesquelles origines, et pour qui, quel public. Étant donné l'ambiguïté du rire, pour reprendre l'expression d'Yvan, il nous a incombé en tant que chercheurs d'entreprendre des exercices de désambiguïsation afin de mieux comprendre ce qui se passe à l'écran. Alors, pour ma part, je conclurai avec un bilan en 4 points, grosso modo. Premier point, la différence entre les années 70, dont nous ont parlé Yvan et Julien ce matin, et les années 2000, telles que ça a été représenté notamment par Jean-Philippe Blanchard cet après-midi. Aux années 70, c'est essentiellement des blagues construites par des franco-français sur les Arabes pour les franco-français, c'est-à-dire les Arabes, tous ces mots sont bien entendu à prendre entre guillemets, ne sont pas du tout présents comme acteurs ni tenus en compte comme public. Par contre, aux années 2000, avec les comédies de banlieue, on voit des comédiens, des scénaristes, des producteurs arabes qui font des films ainsi que des émissions de télévision humoristiques où le public minoritaire est pris en compte tout autant que le public majoritaire. Deuxième point. Alors que pendant cette même période, entre les années 70 et les années 2000, à partir des années 80, une mutation importante que nous avons évoquée dans des rencontres précédentes, une mutation importante s'est opérée dans d'autres secteurs de l'audiovisuel, notamment dans les émissions d'information et d'actualité, où on parle, à partir des années 80, de moins en moins des Arabes et de plus en plus des musulmans, et des problèmes que les musulmans sont censés poser. Les émissions humoristiques semblent être plutôt à la traîne par rapport à cette transition. Comme l'a fait remarquer Nelly Kemener, au cours des années 2000, les médias ont été incités par le CSA à mettre en œuvre une politique de la diversité dont Jamel Comedy Club est à sa façon très emblématique. Chose frappante, la preuve, pour ainsi dire, des valeurs républicaines mises en scène dans Jamel Comedy Club réside, un peu paradoxalement, dans la visibilité de la mixité ethno-raciale. Par contre, la quasi-absence de l'islam témoigne de la frilosité qui continue à régner vis-à-vis d'un véritable multiculturalisme. Troisième point, la représentation humoristique de l'islam, peu présente dans les grands médias audiovisuels nobles, pour ainsi dire, fleurit dans d'autres médias, et notamment sur le web. Dans la mesure où certains des sites en question semblent s'adresser essentiellement, sinon exclusivement, à des populations minoritaires, on pourrait peut-être les qualifier de, là aussi, entre guillemets, communautaire, une expression que je trouve extrêmement problématique. Mais, quatrième point, comme l'a fait remarquer Sophie Gébet, ces représentations humoristiques qui peuvent parfois apparaître communautaires, très souvent sont autant de répliques, autant de ripostes à autant de discours exclusionnaires de la part de certains acteurs majoritaires, communautaires à leur façon. Le grand danger, bien entendu, c'est une bipolarisation où chacun se réfugierait dans un humour communautaire, minoritaire, arabo-musulman, ou majoritaire, franco-français. Un danger
qui, avec la multiplication des médias et la fragmentation des audiences, est loin de s'affaiblir. Les exemples de Guy Bedos, Coluche, Smaïn et Jamal, qui ont été cités au cours de la journée, sont pourtant là pour témoigner du fait que l'humour peut tout à fait être rassembleur, fédérateur, au lieu d'être un facteur de division. Et pour revenir à ce mot de Pierre Desproges que nous avons discuté tout à l'heure, en l'adaptant à ma façon, je conclurai en disant que on peut rire de tout à condition de rire de tout le monde avec tout le monde. Je vous remercie.